Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Merci, Monsieur Vuilc. Bon, vous avez parlé du groupe d'études sur les sectes à l'Assemblée nationale. Il n'y a pas encore de groupe d'études sur les sectes au Sénat. J'en ai fait la demande au nom de mon groupe, mais ce n'est pas encore une réalité. Je n'ai pas eu de réponse de notre exécutif là-dessus. Vous avez l'expérience de deux commissions d'enquête à l'Assemblée nationale, une en 1999 sur la situation financière et patrimoniale des sectes, et une plus récente qui est celle de 2006 sur les sectes et la santé des mineurs. Bon. Par rapport en particulier à cette deuxième commission d'enquête, moi, je souhaiterais savoir ce qui vous a paru à la fois le plus significatif et le plus dangereux, parce que je crois que ce que nous recherchons tous, c'est de mettre un terme à des comportements qui, à la fois, mettent en danger la santé de nos concitoyens, et en plus, très souvent, avec un abus de faiblesse et finalement le fait de ponctionner très largement les finances de nos concitoyens. Si vous pouvez nous dire ce qui vous a paru le plus significatif, exemple à l'appui de ce que vous avez pu constater. Moi, j'ai lu en particulier le dernier rapport 2006, quand vous dites qu'il y aurait en France 60 000 mineurs qui seraient sous la dépendance directe ou indirecte de sectes. C'est quand même quelque chose qui doit interpeller nos concitoyens. Alors, si vous pouvez nous rapidement mettre en exergue ce qui vous a paru le plus dangereux pour nos concitoyens, en particulier dans le domaine de la santé, puisque notre mission d'enquête est axée sur les dérives sectaires en matière de santé, et puis ce qu'il est advenu de vos préconisations. Est-ce que ce qui vous paraîtrait tout à fait indispensable, vous nous l'avez en partie dit, mais par rapport à ce que vous avez pu constater. Mais je crois que ce qui est intéressant, c'est que vous nous disiez, vous avez parlé de déplacements sur place, qui sont d'ailleurs relatés dans le rapport de 2006. Mais qu'est-ce qui vous a paru le plus évident, le plus démonstratif de risque pour la santé de nos concitoyens? Lorsque nous sommes allés visiter Tabitha's Place, nous avons été estomaqués parce qu'on a découvert. Comme je le disais tout à l'heure, on nous en parlait. On disait, vous avez trouvé des enfants désocialisés, etc. Ça a été au-delà de ce qu'on pouvait imaginer. On s'est trouvé face à des enfants, des jeunes enfants, qui étaient enseignés par des parents qui s'étaient autoproclamés professeurs d'histoire, professeurs de géographie, etc., faisant quasiment leur propre programme, mais prenant quand même la précaution de mettre en place le programme minimum requis par l'éducation nationale. Mais on s'est aperçu très vite qu'au-delà de ce programme minimum, si je puis dire, il y avait la programmation, il y avait la déprogrammation par la suite. C'est-à-dire que les enfants étaient enseignés, et puis après on les prenait à part en disant, attendez, ce qu'on vous a dit là, c'est obligatoire. Mais nous, dans notre communauté, voilà la réalité des choses, voilà comment ça se passe. Et on a eu un accès direct à ces enfants. Ça n'a pas été simple, parce que les parents, au début, voulaient absolument, et le responsable de la communauté voulait absolument être là. On lui a expliqué que nous avions un certain nombre de possibilités juridiques pour le contraindre. Donc là, il a commencé à dire qu'il fallait qu'il réfléchisse. Et lorsqu'on s'est trouvé seul à seul avec ces enfants, on s'est aperçu que ces enfants étaient totalement coupés du monde. Totalement coupés du monde. N'avaient pas accès aux médias, étaient dans un monde, une bulle. Vous n'avez jamais entendu parler de Zidane, un enfant de 14 ans. C'est quand même c'est incroyable. Et voilà. Et on s'est dit, mais ces enfants, par la suite, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Alors, au-delà des problèmes de santé, parce que ce qu'il faut vous dire aussi, c'est que dans cette communauté, les soins étaient assurés par la communauté. Donc vous aviez des enfants qui avaient des problèmes de vision, pas de lunettes.
vous aviez des enfants qui avaient des problèmes physiques importants, mais que surtout, on ne faisait pas voir par un médecin extérieur. Tout se faisait à l'intérieur de la communauté. Bon, et alors, sur ce qui nous a paru le plus dangereux pour ces enfants, c'est que ces enfants totalement déstructurés, imaginez qu'à la majorité, ils en sortent. Ils mettront des années à retrouver une vie normale, avec toujours cette... parce que bien souvent, les parents sont dans la communauté, et s'ils souhaitent en sortir, il y a une culpabilisation des enfants. Parce que s'ils en sortent, les parents souvent restent, et les enfants, je dis, mais attendez, qu'est-ce que je suis en train de faire par rapport à mes parents? Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce genre de communauté, ce sont des familles. On est accueilli dans la famille. Et quand vous voulez en sortir, vous rompez avec la famille, avec tout ce que ça comporte comme problème affectif et relationnel. Hein. Et on s'est dit, mais c'est dramatique pour ces enfants, pour la suite. C'était la plupart des adolescents. On s'est dit, mais à la majorité, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Qu'est-ce qu'ils vont devenir? La plupart, malheureusement, continuaient à vivre dans la secte, partaient à l'étranger, en Australie, au Canada, et après, voilà, pouf, on n'avait plus de suivi. Alors, ce qui nous a surpris aussi, et c'est là où on a fait un certain nombre de propositions pour notamment le suivi scolaire, c'est que l'académie, faisait aussi le minimum, minimum, c'est-à-dire que s'assurer, puisque évidemment ils avaient conscience qu'il y avait un enseignement qui était donné, s'assurer que le minimum vital était fait, mais sans porter d'ailleurs de jugement réel sur le contenu. Hein. Donc on a considéré là aussi qu'il y avait de la part de l'académie en question une certaine légèreté. C'est tout le problème d'ailleurs de l'enseignement à domicile, hein, ou l'enseignement entre guillemets libre donné dans ce genre de communauté. Un certain nombre de nos propositions ont quand même amélioré les choses, mais il n'en reste pas moins que le problème reste entier. Et sur le suivi de ces enfants, à partir du moment... Alors, sauf à ce qu'il y ait un signalement qui soit fait directement au procureur de la République, qui, lui, peut intervenir, s'il n'y a pas de plainte, et s'il n'y a pas de... vous ne pouvez rien faire. Vous pouvez rien faire. Alors, sur les enfants, c'est un petit peu différent, parce que là, vous pouvez... il y a non-assistance à personnes en danger, il y a un certain nombre de textes qui permettent d'intervenir, mais les adultes sont réputés comme étant consentants. Si vous voulez vous faire escroquer ou si vous voulez vous... c'est libre à vous. Hein, et c'est toute la difficulté. Et la population la plus vulnérable, bien sûr, ce sont les enfants, alors que ce soit dans tous les domaines, hein, notamment en matière de santé. On a un souci aussi qui est un peu réglé, mais pas tout à fait, avec notamment les témoins de Jéhovah et puis la transfusion sanguine. Hein, qui continue quand même à poser souci. On considère qu'il y a un substitut au sang aujourd'hui qui peut justement éviter la transfusion sanguine. Médicalement, ça n'a jamais été prouvé. Hein. Donc voilà, on a vraiment été, encore une fois, très secoués par ce que l'on a vu et par l'état physique et psychologique de ces enfants. Alors, je ne sais pas si je réponds à votre question, mais on était un peu désarmés en disant comment on peut faire pour essayer qu'ils s'en sortent, en dehors des quelques préconisations que nous avions faites sur le suivi scolaire, notamment par l'académie. Ça fait partie des difficultés de la lutte contre les dérives sectaires. Parce que là, vous vous heurtez tout de suite, très vite, à la liberté individuelle. Encore une fois, libre à vous de vous faire escroquer ou libre à vous de vous faire avoir. C'est un peu difficile. Ceci dit, quand même, comme ça a été relaté médiatiquement, je disais tout à l'heure que les médias en la matière sont très utiles, ça a eu un impact quand même. Ça a eu un impact. Et c'est vrai que l'académie a été un peu chamboulée par notre venue, et que ensuite il y a eu une observation quand même beaucoup plus précise de ce qui se faisait dans cette communauté. Vous nous parlez de cette communauté, mais vous avez fait d'autres transports et vous parlez, je reviens là-dessus quand même, d'environ 60 000 enfants qui sont concernés par ces dérives. Vous êtes arrivé à cette constatation comment? Parce que 60 000 enfants, c'est pas neutre quand même.
En la matière, il n'y a pas de chiffre. On estime Oui, mais c'est environ. une estimation, mais bon. Bon, il y a un chiffre noir entre 60 et 80 000. Bon, par rapport à au témoignage, par rapport à ce que l'UNEDFI peut récupérer comme information, la Mivilude, etc. Donc le chiffre est encore une fois, n'est pas très précis. Mais malheureusement, c'est un phénomène qu'il ne faut pas sous-évaluer. Hein. Alors, si on dit 60 000 enfants concernés, ils sont concernés à des titres divers. Il y en a qui sont concernés par des organisations qui sont dangereuses, mais qui permettent aux enfants, une fois qu'ils en sont sortis, de se restructurer et de vivre une vie normale. Et puis vous avez des communautés comme Tabitha's Place, qui alors là déstructurent totalement la personnalité de l'enfant, qui sont absolument catastrophiques. Donc voilà. Mais on est assez démunis parce que, bien évidemment, comment voulez-vous avoir une statistique sur le nombre d'enfants concernés par des gens qui, justement, masquent et n'ont pas très envie de faire connaître leur nombre, leurs adeptes et leurs pratiques. Oui, dans les rapports précédents, vous avez parlé d'industries parallèles de soins pseudo-médicaux. Bon, il apparaît aujourd'hui que cette industrie parallèle, elle fructifie. Bon, là aussi, qu'est-ce que vous avez pu constater ? Alors, vous avez parlé tout à l'heure. Oui, on constate que le paysage sectaire a beaucoup évolué. D'autres l'ont dit avant moi. Vous aviez les grandes organisations sectaires connues. Hein, et puis aujourd'hui, le paysage a beaucoup évolué parce qu'il s'est beaucoup éclaté. Et vous avez de plus en plus de petits groupes, des gourous, des petits groupes de 10, 15, 20 personnes qui fructifient, que ce soit sur la formation professionnelle ou dans le domaine de la santé, et qui rend la lutte contre ces dérives sectaires particulièrement compliquée et difficile. Et aujourd'hui, on a une explosion de ce genre de choses. Hein. Regardez l'offre que vous avez sur Internet. Regardez les offres de formation sur le bien-être, le coaching individuel, etc. Bon. Alors, tout, évidemment, n'est pas à tendance sectaire. Il ne faut pas non plus exagérer. Mais vous avez une potentialité de dérive. Hein. Et ce qui se passe, c'est que quand vous avez des gens qui ont une idée très précise derrière la tête, c'est-à-dire de récupérer un maximum d'argent, ils repèrent dans le groupe les 2-3 personnes qui sont intéressantes. C'est-à-dire les personnes faibles, qui ont un problème personnel, qui cherchent peut-être autre chose que ce qu'ils sont venus chercher dans le groupe. Et là, je dirais que les autres vont continuer leur formation. Par contre, les 2-3 personnes en question vont être ciblées. Et on va les travailler. Et on va arriver très vite à la suggestion mentale pour certaines d'entre elles, et puis avec tout ce qui va avec. C'est-à-dire l'escroquerie derrière, on va lui vendre des formations qui coûtent très cher, on va lui vendre, y compris des appareils sans sous qu'on vend, qui valent rien, mais qu'on vend très cher. Enfin, vous voyez, et le risque est là. Mais ça pullule. Vous avez ce genre de choses qui... Alors, aujourd'hui, on est face à ça. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, la réglementation n'est pas, à mon avis, suffisamment sévère. On a laissé filer. Alors, c'était pas simple, parce que ça voulait dire derrière que, quand je parlais du GATT tout à l'heure, les évaluations en matière de santé, il aurait fallu les faire dès que le GATT a été créé. Or, manifestement, si mes souvenirs sont bons, il y a dû y avoir 3 évaluations qui ont été faites. Alors, Blisco nous disait que normalement, il devrait sortir un certain nombre d'autres évaluations, mais quand même. Hein. Alors, même si vous faites ces évaluations, vous pouvez imaginer que, notamment sur la formation, vous ayez des évaluations ou même des agréments. Vous n'empêcherez jamais des groupuscules de prospérer sur la misère humaine et sur la demande d'une personne qui est très malade ou qui est en recherche à la fois psychologique ou personnelle. Et c'est là où je suis un peu pessimiste en disant, bon, ok, on peut améliorer les choses à la marge, mais je pense qu'on est déjà largement dépassé et que le pire est devant nous. Pour rebondir sur ce que vous venez de dire, nous sommes ici des parlementaires. On a la chance d'avoir des mandats locaux. Pour combien de temps, je ne sais pas, mais on les a pour l'instant. Et dans le cadre de ces mandats locaux,
on est parfois amené à organiser dans nos villes des salons du bien-être. Et si on les organise, c'est parce qu'on a l'information d'abord, mais c'est aussi parce qu'au bout du compte, les élus locaux ne sont pas informés de tous ces dangers que vous venez d'évoquer. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait aller au-delà d'une information chez les professionnels, à la population, aller aussi vers ces élus et leur dire, moi j'ai organisé dans ma ville deux salons du bien-être, au bout du deuxième, je me suis rendu compte à l'intérieur, il y avait des gens qui, bon, j'ai tout éliminé, j'en fais plus. Mais la ville à côté a repris le salon et je vais l'inaugurer samedi. Et je suis sûr que je vais retrouver ces charlatans que j'ai éliminés de chez moi. Donc comment est-ce qu'on peut faire pour aussi informer les élus, les gens responsables de la nation sur des dangers aussi grands? Alors d'abord, Monsieur le Président, lorsqu'il y a un salon du bien-être, tous ceux qui participent ne sont pas des charlatans. Mais c'est vrai que c'est l'occasion pour beaucoup, justement, de présenter, je dirais, une formation ou une proposition qui apparaît tout à fait dans le sens de l'exposition, mais qui en fait recèle des dérives à caractère sectaire. Alors, j'ai été maire. La Miviludes a édité, il n'y a pas si longtemps que ça, un petit guide très précis, très pratique, très bien fait, sur les élus locaux et le phénomène sectaire. Où là, il y a des conseils pratiques, et rien n'empêche un maire de téléphoner à la Miviludes en disant, voilà, j'ai un problème, qu'est-ce que je fais, hein? Parce que les élus locaux peuvent être mis aussi devant le fait accompli, mais aussi peuvent être en difficulté par rapport à cela. Il y a une législation très, très claire. On ne peut pas interdire n'importe quoi. Hein, ça a été le cas du maire de Lens il y a quelques années qui a voulu interdire la réunion des témoins de Jéhovah. Il a été condamné. Hein, bon, alors, il y a des moyens pour compter ici, parce que vous avez la notion d'ordre public. Donc, si l'ordre public n'est pas respecté, un maire peut très bien dire, attendez, l'ordre public n'est pas respecté, moi j'interdis. Hein, bon, je n'ai rien dit, mais aujourd'hui, les élus locaux ne peuvent pas dire qu'ils sont sous-informés. Ils ont un guide. Ils peuvent très bien appeler la Miviludes en disant, voilà, j'ai un cas, qu'est-ce que je fais, hein? Et alors, évidemment, l'information n'est jamais parfaite, hein, mais je crois aussi que les outils, en tout cas, d'aide aux élus locaux existent. Alors, on a eu le cas aussi, je me souviens, m'être déplacé dans les Vosges. Avec les parlementaires locaux, où là, il y avait... Alors, c'était en fait une salle du royaume, témoins de Jéhovah, qui, en fait, était masquée par une société d'investissement foncier qui voulait créer, en fait, une salle du royaume, mais le maire n'avait pas conscience de ça. Et la législation sur les permis de construire est très stricte. Le maire ne peut pas refuser n'importe quoi, à partir du moment où la loi est respectée. Bon. Et simplement, ils se sont aperçus que la prescription légale sur les places de parking n'était pas respectée. Et ça a été le seul moyen pour retoquer le permis de construire, parce qu'ils n'étaient pas dans les clous. Et le fait aussi de dire qu'il y avait cette société foncière qui agissait au nom d'eux, qui n'était pas connue, permettait aussi de ne pas accepter le permis de construire. Mais c'est vrai que les élus locaux en la matière peuvent être en difficulté. Et je pense que là, il ne faut pas hésiter à leur dire, mais attendez, vous avez des organisations, des organismes qui sont là pour vous aider, la Miviludes, et là pour répondre aussi à vos préoccupations. Et vous avez un guide pratique, encore une fois, qui est très bien fait. Dans le cadre du travail que vous avez effectué pendant ces années, et en particulier dans les commissions d'enquête, en relation avec des mouvements sectaires. Bon. Qu'est-ce qui, selon vous, ressort de leur comportement par rapport à ces commissions d'enquête? Puisque bon, nous recevons un certain nombre de courriers, de mails. La plupart se défendent d'ailleurs d'avoir un comportement sectaire et considèrent qu'ils ont des pratiques à la fois tout à fait conformes à la loi, hein, et qui ne présentent absolument aucun danger, bien au contraire, c'est fait dans l'intérêt de nos concitoyens. Qu'est-ce qui ressort des contacts Alors, vous avez... provoqués ou non provoqués d'ailleurs? Oui.
Dans les auditions des commissions parlementaires, à l'époque, c'était non public. La première était non publique, sur notamment les sectes et l'argent. On a auditionné des gens, alors deux sortes de personnes. Ceux qui avouaient que sur le contenu, ils n'en avaient rien à faire, ils étaient là pour faire de l'argent. C'était un marché comme un autre. Et ils assumaient. Et vous en aviez d'autres qui y croyaient vraiment. Alors là, ce sont les plus dangereux, évidemment. Parce que ce soit sur la santé ou sur d'autres, théories totalement farfelues, enfin bon, bref. Ce sont évidemment ces gens-là qui sont les plus dangereux et qui pratiquent un lobbying parlementaire très efficace. Moi, en tant que président du groupe d'études sur les sectes, à plusieurs reprises, j'ai alerté l'ensemble de mes collègues en disant « Faites attention, vous avez un certain nombre d'organismes, donc le CCDH, qui dépend de la scientologie, Comité de défense des droits de l'homme et du citoyen, qui vous inondent de propositions de questions écrites ou de mails. Quand on n'est pas au fait des affaires sectaires, ça apparaît tout à fait correct. Et puis on sait la pratique parlementaire, hein, j'étais parlementaire, on sait que plus on fait de questions écrites, mieux on est noté dans la presse locale. Donc on y va. Et puis quelquefois, la plupart du temps, on se fait avoir. Hein. Et c'est grave, pourquoi? Parce que derrière le lobbying, il y a une recherche de notoriété. Les parlementaires s'inquiètent et relaient nos préoccupations. Donc, on ne voit pas pourquoi on nous cherche des poux dans la tête. Hein. Par exemple, en matière fiscale, j'en parlais, on a une législation fiscale sur les exonérations de taxes foncières pour les cultes. Bon. Témoins de Jéhovah, par exemple, lorsqu'ils sont... Alors là aussi, ça pose un souci, c'est annexe, mais lorsqu'il y a une demande, moins maintenant, hein, mais historiquement, il y a eu beaucoup de demandes des associations locales des témoins de Jéhovah qui demandaient la reconnaissance d'associations cultuelles. Bon, on préfère regarder la jurisprudence du Conseil d'État en disant moi je ne vois pas de problème à ce qu'on accepte. Hop, acceptation. Je dirais que le ministère de l'Intérieur en la matière a été souvent peu regardant et la jurisprudence du Conseil d'État, à notre avis, était plus que limite. Mais bon, ça c'est autre chose. Et qu'est-ce qui se passe? Culte, association reconnue, association cultuelle, donc uniquement pour des problèmes fiscaux. Mais en termes de communication, nous sommes un culte. Donc nous sommes une religion, donc nous sommes reconnus par l'État. Pourquoi vous venez nous chercher des poux dans la tête? Vous voyez? Hop. Et c'est vrai que dans l'opinion publique, lorsqu'ils ont des grandes politiques de communication, ils disent « Mais attendez, on est reconnu par l'État, puisque l'État nous a reconnus comme association cultuelle. » Bon. Donc là, c'est un problème aussi que nous avons, qui ne facilite pas forcément. Alors, c'est un point particulier, hein, mais c'est pour vous montrer qu'on a des trous dans notre réglementation et dans notre législation qui, quelquefois, nous posent souci. Et alors, pour en revenir sur le lobbying parlementaire, ce sont des gens qui sont très organisés, qui font ça d'une manière souvent sournoise. Outre les questions écrites, outre, par exemple, Monsieur le Président, si vous allez inaugurer ce salon du bien-être, vous pouvez être abordé par des gens très sympathiques et qui vont commencer à vous parler d'un certain nombre de choses et puis qui vont vous faire prendre en photo avec eux. Et vous allez vous retrouver, vous êtes un homme public, vous allez vous retrouver dans une publication dans laquelle vous n'avez pas normalement à figurer. Vous voyez? Bon. Non, mais je vous le dis parce que, y compris ici, le Sénat s'est aussi fait avoir dans des réunions publiques. Hein? Bon. La Sorbonne aussi s'est fait avoir par des réunions de ce type. Donc il faut être très vigilant. Ils ont aussi une manière de procéder, c'est qu'ils ciblent notamment les parlementaires qui s'occupent particulièrement de ces sujets, et c'est quelquefois du harcèlement. Moi, il m'est arrivé d'être suivi dans la rue et de me retrouver en train de boire un demi au zinc avec entouré de deux membres de la scientologie, bon, qui commençaient à m'entreprendre gentiment. Hein, mais vous voyez, je dis, mais ils sortent d'où, ceux-là? Bon. Donc, vous avez comment dirais-je, une tentative de déstabilisation d'un certain nombre de personnes. Alors, ça ne va jamais très loin, mais ça peut être répétitif, ça peut être gênant. Alors, vous avez aussi un certain nombre d'interrogations. Je vous en fais part, Monsieur le Président. C'est que lorsque nous avons mis en place les commissions d'enquête parlementaire, il y a eu des fuites. Il y a eu des fuites. Nous n'avons jamais su
qui étaient les auteurs des fuites. Bon. On a eu un incident aussi à l'Assemblée nationale que vous connaissez, puisque ça fait aussi débat. C'est lors de l'examen de la loi Warsmann, collègue des Ardennes, Jean-Luc Warsmann, que je connais bien, sur la modernisation du droit. Texte, alors je ne porte pas de jugement sur le fond du texte, mais ce sont des textes fourre-tout, où on passe d'un sujet à l'autre, avec des articles qui envoient à d'autres articles, et puis, bon, c'est pas à vous que je vais apprendre que quelquefois, on ne sait pas trop ce qu'on vote. Bon. Puis on s'est aperçu qu'on avait fait une grosse bêtise, et qu'on avait remis en cause la législation concernant les sectes. Il y avait un procès pendant devant le tribunal de Paris avec la scientologie. Boum. Et on n'a jamais su, parce que cette affaire n'est pas venue comme ça, hein, par hasard. On n'a jamais su qui avait été l'auteur de cette affaire. Bon. Alors, voilà. Moi, j'ai plutôt tendance à croire ce que nous avait dit le président de la commission des lois à l'époque. C'était une erreur. Bon, mais vous savez, il n'y a pas de fumée sans feu. Hein. Et en matière notamment de lutte contre les organisations sectaires, ce sont des gens qui ont des moyens exceptionnels et très importants par rapport à ce que nous pouvons avoir. Ils ont des batteries d'avocats qui sont grassement payés. Voilà. Et y compris cette affaire, elle a été connue grâce à une officine américaine, oui, qui a informé les parlementaires que... vous vous rendez compte. Donc, on se dit, mais c'est quand même un peu problématique. Donc, il faut toujours faire très très attention, parce qu'on est souvent victime d'entrisme, et il faut toujours être très prudent. Par exemple, lorsque vous parlez d'organisation sectaire et que vous citez, il faut toujours... Alors, c'est une expérience. Georges Fenech disait qu'il avait été plus de 30 fois, je crois, mis en cause, en tant que président de la Miviludes ou en tant que parlementaire. Il faut toujours faire attention et toujours, dans ce que l'on dit, se rapporter à soit un rapport parlementaire qui dit que, soit à... et ne pas, je dirais, affirmer des choses qui pourraient se retourner contre vous et provoquer un procès en diffamation. Bon, j'ai toujours été très prudent. Je n'ai jamais fait l'objet de quelque attaque que ce soit, mais je vous conseille de faire très attention parce que ça peut partir très vite. Très, très vite. Et après, ils ont des batteries d'avocats, peu importe ce que ça leur coûte, on y va. Hein. Alors, c'est essentiellement les grandes organisations caractère sectaire définies par les rapports parlementaires. C'est moins vrai dans le problème de la santé avec qui nous occupent aujourd'hui, avec les petits groupes. Mais il faut faire attention. Dans le même ordre d'idée, est-ce que vous considérez que à la fois la justice, les services de l'État sont suffisamment opérationnels, parce que vous avez parlé de trous de la législation, mais sans parler des trous dans la réglementation et dans la législation existante, est-ce que dans l'application de celle qui existe, vous avez constaté soit des errements, soit des insuffisances? Oui, alors, quand on parle de secte, il faut savoir qu'il y a beaucoup de responsables publics, dans les administrations, y compris politiques, considèrent que ce n'est pas vraiment un problème. Donc, voilà, on parle de secte, oui, bon, d'accord, ça amuse les parlementaires, ça fait parler les médias, mais bon, ce n'est pas vraiment un problème de société. Et donc, bon, y compris d'ailleurs chez les magistrats, hein, on y reviendra peut-être tout à l'heure, notamment sur les JAF, juges aux affaires familiales, etc., qui, dès qu'il y a un problème sectaire, voilà, se dégage. C'est pas toujours pris au sérieux, cette affaire. Donc on a les outils pour lutter, mais ces outils ne sont pas toujours mis en place. Vous savez, vous avez un marteau, vous plantez un clou, vous tapez sur les doigts. Hein. Et pour les outils de lutte contre les dérives sectaires, c'est un petit peu la même chose. Alors c'est préventif. Par exemple, la loi Abou-Picard, lors des débats, on a bien dit que c'était une loi préventive. L'idéal, c'est qu'elle ne soit pas mise en application, hein, parce que c'est vraiment l'arme nucléaire. Mais c'est vrai qu'on a pu le constater. Prends un exemple. Ministère du budget, de l'économie et des finances concernant la dette des témoins de Jéhovah. Bon. Ils n'ont pas fait preuve d'un zèle incroyable pour récupérer le dû.
de la dette fiscale des témoins de Jéhovah, qui ont fait de la procédure, effectivement, et ont en partie gagné dans la Cour européenne de justice. Mais bon, oui, donc, la lutte est rendue quelquefois difficile par le fait que c'est pas toujours pris au sérieux. Or, nous qui avons travaillé sur le sujet, nous considérons que c'est un vrai problème de société, notamment pour les enfants. Il n'y aurait que 10 enfants concernés, c'est notre devoir d'agir. Parce que, vous savez, là, des enfants qui sont en difficulté, il y a non-assistance à personnes en danger, il est du devoir des autorités publiques, de la justice, en cas de signalement par le procureur, ou des parlementaires, de tout faire pour que ce genre de choses ne se produisent pas. Mais c'est vrai que, bon, alors, par exemple, je me souviens avoir, je tairai le nom, mais auditionné un responsable du service des cultes au ministère de l'Intérieur, qui nous disait franchement, j'en ai rien à faire, quoi. Le problème sectaire, c'est pas mon problème, il y a autre chose à faire. Parlementaire, qu'est-ce que vous nous cassez les oreilles avec ça, quoi. Voilà. Bon. Quelquefois, l'attitude des autorités publiques est un peu limite. Simplement, quand même, on a toujours une oreille très attentive de la part des ministres de la Santé, quelles que soient leurs opinions politiques. Ils ont toujours été très, très réactifs aux demandes de la Miviludes et aux demandes des parlementaires, en étant conscients des difficultés de la lutte contre les organisations sectaires dans le domaine de la santé. Mais de ce côté-là, le ministère de la Santé a toujours plutôt joué le jeu. Par contre, on a, par exemple, le ministère des Affaires étrangères, les diplomates. Vous savez que la France est souvent vilipendée pour son attitude internationale vis-à-vis de la lutte contre les organisations sectaires. Bon, les diplomates, le ministère des Affaires étrangères considérait aussi que bon, ça allait, quoi, ça suffisait. Les parlementaires, ils avaient un os à ronger avec les sectes, il fallait qu'on les laisse tranquilles, quoi. Bon, ça a un petit peu évolué quand même maintenant, parce que, y compris l'Europe commence à réfléchir au sujet. Il faut dire aussi que c'est pas simple, parce que vous avez une conception anglo-saxonne de la liberté de religion qui n'est pas la même que la nôtre. Bon. Et sans aller jusqu'à la législation allemande, notamment en matière de répression des témoins de Jéhovah, qui est, à mon avis, pour des raisons historiques, beaucoup trop sévère, je pense qu'il y a en Europe quand même une coordination des politiques à mener qui serait judicieuse. D'ailleurs, on a un collègue Rudissal qui s'en occupe, vous allez l'auditionner, qui s'en occupe, et je pense que là aussi, il faudrait une coordination internationale. On travaille bien avec la Belgique, mais c'est vrai que, par exemple, en Espagne, Scientologie, pour parler d'elle, a pignon sur rue. Et les conceptions et les approches sont très différentes. Ceci dit, il faut dire quand même une chose, c'est qu'aujourd'hui, notamment la France et la Belgique ne sont plus des pays d'accueil pour les grandes organisations sectaires, et elles l'ont bien compris. Et donc aujourd'hui, il y a une stagnation très importante de leurs membres, mais par contre, on en vient au problème de la santé. Explosion de tous les petits groupuscules qui, à mon avis, vont plus nous poser de problèmes à terme que ces grandes organisations qui sont connues et qui sont dans le collimateur des médias. Et mention des juges aux affaires familiales. Alors, sur le sujet, on a eu beaucoup de témoignages lorsqu'il y a un conflit familial et un problème de garde d'enfants, de l'attitude un petit peu, comment dirais-je, prudente, voire trop prudente, des juges en la matière. Ce que je vous disais tout à l'heure, les magistrats, quand il s'agit de dérives sectaires ou d'organisations sectaires, prennent ces affaires avec beaucoup de précaution. Alors, quelquefois à juste titre, parce que, bon, dans un conflit familial, vous pouvez avoir des raisons d'évoquer qui sont pas de bonnes raisons. On utilise un petit peu. Mais lorsqu'il y a preuve à l'appui, un certain nombre de difficultés, bon, dans le groupe d'études, on considérait que les magistrats, quelquefois, ne prenaient pas suffisamment en compte cette problématique du côté de l'enfant. Parce que quand vous avez un parent qui risque de partir à l'étranger, qui a la garde des enfants, dans une organisation sectaire, qui a juridiquement la garde de l'enfant, bon, vous faites quoi? Sans partir à l'étranger, y compris sur le sol national. La personne a la garde des enfants. Les enfants suivent. Et là,
il y a une responsabilité quand même importante. Alors, aujourd'hui, la législation a évolué, puisque vous savez que les grands-parents peuvent aussi maintenant porter plainte et agir. Les associations, je parlais des personnes morales, mais les associations aussi ont vocation à agir à partir du moment où il y a signalement, ou le procureur de la République, à partir du moment où il y a présupposition de mise en danger de la vie d'autrui, peut intervenir. Mais quand même, il y a beaucoup d'affaires où ça pose problème et où les JAF sont très, très, très frileux. Pourquoi ? Parce que c'est une matière encore difficilement appréhendable. Ils la connaissent mal, même si, encore une fois, à l'ENM, il y a des formations qui, aujourd'hui, sont très bien faites et les jeunes magistrats ont plus conscience des difficultés et connaissent mieux la problématique. Mais ça reste un souci. Alors, vous avez eu des affaires qui ont été médiatisées, mais toutes celles qui ne sont pas médiatisées existent aussi. Hein. Et là, vous avez des familles qui sont totalement déchirées, que ce soit le père ou la mère, qui sont totalement démunis parce qu'ils savent que derrière, il y a une organisation sectaire qui risque d'embrigader les enfants. Alors l'adulte, la père et la mère, c'est son problème, mais les enfants derrière. Est-ce qu'on doit accepter que les enfants puissent subir la plupart du temps le lavage de cerveau qu'ils vont avoir à subir lorsqu'ils vont arriver dans l'organisation? Donc il y a peut-être aussi une réflexion à mener sur le sujet. Pas simple, hein, parce qu'en matière de garde d'enfants, de divorce, etc., bon, c'est un peu compliqué. Lorsque vous avez travaillé en 2006 sur le dernier rapport dont vous êtes occupé, est-ce que vous avez déjà eu à constater une certaine porosité des hôpitaux publics ou des cliniques par rapport à des systèmes de médecine non conventionnels qui pourraient prêter à danger? Il y a des questions qui se posent. En fait, probablement à allusion à ce qui se passe à la faculté de médecine d'Angers. Bon. En la matière, il faut à la fois être très attentif et vigilant. Sur Angers, par exemple, je ne connais pas trop le dossier, mais il faut faire attention. Mais c'est vrai que, par petites touches, il peut y avoir ici ou là un certain nombre de choses qui sont abordées, qui ne paraissent pas porter à conséquence, mais qui, à force, peuvent, notamment dans les futurs praticiens, je dirais, leur permettre, lorsqu'ils auront fini leurs études, d'avoir à nouveau contact avec ces définitions ou ces présentations. Hein. Et ils ne seront pas surpris d'avoir à nouveau contact lorsqu'ils sont tirés de leurs études avec ces nouvelles pratiques, parce que, justement, on en avait parlé pendant le cursus universitaire. Donc tout dépend comment c'est présenté. Si c'est présenté d'une manière insidieuse, comme faisant partie de l'histoire de la médecine, etc., bon, mais il faut quand même que les enseignants prennent leurs précautions. Je pense que c'est indispensable. Alors là, il y va de la responsabilité des recteurs, des présidents de faculté. Hein. Mais en la matière, il faut être prudent. Mais ça peut exister, comme ça a existé dans la fonction publique, comme ça a existé un petit peu partout. Hein. Vous savez, on a eu des magistrats qui étaient aussi concernés, sur lesquels on s'est posé un certain nombre de questions. Donc voilà. Il y a un entrisme quand même qui est souvent insidieux, mais qui existe. Il ne faut pas le nier. Je vais donner la parole à Mme Dini qui voudrait vous poser une question, mais je vais revenir 2 secondes sur le juge des affaires familiales pour vous dire que ce que vous venez de dire sur les enfants qui seraient victimes de sectes n'est pas étonnant, puisque les enfants abandonnés par leur famille, même si au bout d'1 an, n'ont aucune nouvelle de leur famille, sauf une carte postale, ne sont pas considérés comme étant abandonnés par les parents. Et ça peut durer des années comme ça. Madame Dini, vous avez la parole. Ça concerne aussi les enfants. Est-ce que vous nous avez indiqué concernant les enfants que vous aviez rencontrés lors de votre déplacement, vous nous dites on est démunis, mais ce sont quand même des enfants qui sont en danger psychologique s'ils ne le sont pas en danger physique. Donc n'importe qui est en droit, d'abord les services sociaux peuvent d'eux-mêmes y aller et faire des signalements
Et ces enfants peuvent être retirés à leur famille s'ils sont en danger. Alors vous nous avez dit aussi quelle était la frilosité des JAF. Mais est-ce que c'est pas quelque chose, quand vous avez eu ce contact, vous avez pensé à ça quand même? Absolument. Le problème, c'est que ces enfants disparaissent. Dès qu'il y a un souci, les parents prennent les enfants et s'en vont ailleurs. Parce que la secte en question, elle a des ramifications un petit peu partout. Donc dès qu'il y a un souci, ou que les services sociaux, ils ont la présupposition que les services sociaux vont venir les voir, etc., hop, les enfants disparaissent. Ils ne touchent pas les allocations familiales. Ces familles ne non. demandent pas... Non, elles sont non, complètement non, en circuit. non. Et donc c'est la difficulté. C'est ça aussi qui est dramatique, c'est que la plupart des enfants que nous avons vus vont aller dans les pays étrangers, vont aller au Canada, et voilà. Et après, le suivi n'existe plus. Bon. Et ils sont très bien organisés. Et dès qu'ils sentent qu'il y a une possibilité qu'il y ait une enquête ou l'intervention des services sociaux, hop, ça disparaît. Voilà. Les parents reprennent leurs enfants, autorité parentale, et puis hop, ils sont partis dans la nature, on ne les retrouve plus. Voilà. C'est assez dramatique. D'autres questions? Monsieur Mazard? Juste pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, il y a quand même effectivement donc, la responsabilité qui est celle des juges des enfants et non plus des juges aux affaires familiaux, qui lorsqu'un enfant est en danger, c'est toute la protection que l'on doit aux enfants, se doit effectivement donc, de sortir hors du cocon familial donc les enfants pour les placer et on les confie donc à l'aide sociale à l'enfance et c'est une compétence de notre département. Et c'est vrai que dans l'exemple que vous donnez, celui où, comme vous l'avez dit, vous avez été estomaqué, on peut quand même s'étonner parce que c'est un village avec une situation qui semble quand même pérenne. On peut quand même s'étonner que les services sociaux, pour le coup, là, puisqu'on les a là, ils sont bien identifiés, présents, ils n'ont pas a priori de velléité à se déplacer à l'étranger, que les services sociaux donc ne se saisissent pas de ce type de dossier. Ça a été aussi notre étonnement. Mais il faut savoir que ce genre de communauté ne fait absolument pas de vagues. Tout se passe bien avec notamment les habitants, il n'y a pas de souci. Par exemple, sur un autre sujet, les enfants de témoins de Jéhovah, lorsqu'ils vont à l'école, les professeurs se régalent avec les enfants témoins de Jéhovah, parce qu'ils sont très assidus, sauf qu'ils sont après repris en main en disant attendez, on va vous expliquer, on vous a dit dans l'école publique mais nous, on va vous dire ce que c'est vraiment. Hein. Bon, et ça, les rapports parlementaires l'ont bien montré lorsqu'on a auditionné un certain nombre de responsables. Donc, vous avez raison, ça a été notre étonnement aussi. Mais c'est dû aussi au fait que ce genre de communauté ne fait pas de vagues. Elle vit dans son coin. Puis vous savez comment ça se passe dans les petits villages ou ailleurs, loin des yeux, loin du cœur. Ils font pas de vagues, ce sont des gens qui ne nous posent pas de problème. Pourquoi voulez-vous qu'on aille nous rechercher des poux dans la tête? Mais je suis d'accord avec vous, on a été très surpris que les services sociaux ne se soient pas autosaisis de cette situation. Hein. Et aussi très surpris que l'Académie n'ait pas fait son travail correctement concernant l'évaluation scolaire de ses enfants. Hein. Et n'a fait que le minimum. Alors c'est toujours un problème de moyens. Hein. Vous allez me dire, oui, mais il faut inspecter, voilà, on a autre chose à faire. Oui. Alors, on a autre chose à faire, pourquoi? Parce qu'ils ne posent pas de soucis. On ne parle pas d'eux. Comment voulez-vous que là, on va là où ça pose problème? Apparemment, il n'y a pas de problème. Donc pourquoi vous voulez qu'on aille Voilà. C'est la difficulté. C'est la difficulté. Et pour en revenir peut-être, Monsieur le Président, pour en revenir donc à la thématique, celle qui est quand même des dérives sectaires dans le milieu de la santé, si on considère quand même qu'il y a une médecine conventionnelle qui est quand même reconnue par l'État, si à partir du moment il est clairement acté que des parents refusent cette médecine-là à leurs propres enfants, est-ce qu'on ne peut pas considérer quand même que de fait il y a une mise en danger de l'enfant, en tout cas une situation qui est anormale, préoccupante et pour laquelle il faut à minima un suivi social dans le cadre d'une assistance éducative à milieu ouvert, je ne sais pas s'il faut aller jusqu'au placement, mais à minima une assistance éducative. Absolument. Encore faut-il que ce soit connu, ce qui n'est pas forcément simple. Il y a eu... je crois que c'est Georges Fenech qui vous relatait le cas de deux kinésiologues. Alors ça n'a peut-être pas de cause à effet, mais qui ont laissé mourir leur enfant de faim. Hein est-ce que les services sociaux étaient au courant de ça? Est-ce que les services sociaux étaient au courant de l'état physique de l'enfant? Pas forcément. Hein. Et donc, si vous n'avez pas de signalement, si vous n'avez pas connaissance d'eux... Avec, il y avait des enfants. Eh oui.
Voilà. Et donc, vous avez des cas comme ça qui sont extrêmement difficiles. Alors, je voudrais revenir aussi sur une chose, parce que vous parlez des départements. Il y a beaucoup de départements qui ont été confrontés à, notamment concernant l'aide à l'enfance, aux familles d'accueil. Vous avez des familles d'accueil qui font partie d'un certain nombre de grandes organisations dites sectaires. Bon, et vous avez des départements qui se sont fait avoir, mais en toute bonne foi. Et aujourd'hui, personne, un département ne peut pas dire attendez, je ne vous confie pas l'enfant parce que vous avez des opinions philosophiques ou religieuses qui ne me conviennent pas. À partir du moment où il n'y a pas de fait de prosélytisme d'établi, qu'est-ce que vous faites? Les départements, ils sont très démunis. Le problème, il est quand même entier, c'est que pour une grande organisation sectaire bien connue, vous avez vous avez un certain nombre de familles d'accueil qui font partie de cette organisation et qui distillent quand même aux enfants dont elles ont la garde un certain nombre de préceptes qui sont quand même un petit peu ennuyeux. Le but recherché, c'est de faire du prosélytisme, c'est de faire des nouveaux adeptes. Parce que les enfants, des enfants qui ont baigné là-dedans, ils arrivent à leur majorité, sauf s'ils ont un éclair de lucidité, vont continuer. Dans l'enseignement qu'on m'a prodigué dans la famille ou dans la famille d'accueil, voilà. Et il y a des départements qui sont... Alors, il n'y en a pas des centaines de milliers, hein, mais c'est vrai que ça peut poser un problème. Et encore une fois, vous ne pouvez pas reprocher à une famille d'accueil d'avoir des opinions philosophiques ou religieuses à partir du moment où il n'y a pas preuve d'un prosélytisme sur les enfants. C'est une difficulté. Alors là aussi, je pense que ce serait peut-être intéressant de creuser ça parce que, bon, il y a des départements qui sont un peu démunis. Et la preuve qu'il y a prosélytisme dans le cadre d'accueil, pas simple à faire. Hein. C'est pas simple à faire. Bien, je crois qu'on est allé au bout des questions et des questionnements. On tient à vous remercier. C'était particulièrement complet et instructif une fois de plus. Et à vous souhaiter une bonne soirée. Merci bien. Merci à vous.